تحية طيبة لكم مشاهدينا الأفاضل، ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الخاص المواكب لفعاليات الدورة 44 لموسم أصيل الثقافي في دورته ونسخته الخريفية. يشرفنا أن نستقبل في هذا اللقاء السيد ميغيل أنخيل موراتينوس وزير الخارجية الإسباني الأسبق، وكذلك الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. Permettez-nous d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans cet entretien spécial avec vous. Et on va commencer d'abord par l'événement, cette 44e édition du Moussem culturel d'Asila. Que pensez-vous de cet événement, de l'importance des thématiques qui sont et qui seront abordées dans cette édition? Merci beaucoup de m'inviter à cette séance, à cette interview. Pour moi, c'est un grand plaisir. C'est toujours une grande satisfaction d'être à nouveau au Maroc, d'être à nouveau à Asila et de participer dans ce Moussem culturel, ce forum de réflexion et d'action que notre ami cher Mohamed Ben Aïssa, depuis 44 ans, essaie de maintenir et de développer. J'ai l'honneur et le privilège d'avoir participé pendant 18 ans, depuis 2004, quand j'étais nommé ministre des Affaires étrangères. Depuis lors, je suis venu tous les ans, sauf l'année dernière où j'avais la responsabilité d'organiser à Fès le grand forum de l'Alliance de civilisation, qui a eu un grand succès et qui ne me permettait pas de me déplacer ici à Asila. Alors, cette année à nouveau, ce rendez-vous. Un rendez-vous à Asila, une petite ville, au nord du Maroc, qui regarde l'Atlantique, la Méditerranée, l'Espagne, le Sud, et qui reflète cette nouvelle dynamique dans la réflexion géopolitique et dans l'action diplomatique. Et toujours Asila, c'est ça que j'ai retenu pendant toutes les années précédentes, nous donne la plateforme pour saisir les enjeux qui commencent à se développer, mais qui ne sont pas toujours les priorités dans les agendas internationaux. Et ce cas aujourd'hui, c'est le Grand Sahara, comment on va gérer la remodélisation, la reconfiguration du paysage politique, social et culturel de ce grand ensemble. Voire même la reconstruction. Et comment on peut regarder l'histoire pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a pu commettre et nous pencher vers l'avenir avec des nouvelles idées et des nouvelles réflexions. Je suis certain qu'à la fin de ce colloque, on aura des idées plus claires et qui permettront à chacun d'entre nous de prendre les actions importantes pour faciliter un avenir meilleur pour toutes les populations de cette région. Alors, en parlant de cette thématique, de ce grand sujet, le Grand Sahara comme région géopolitique, et que pensez-vous de l'importance du fait d'aborder cette thématique au début des travaux de cette 44e édition de ce Moussem? Vous savez, on a déjà discuté les premiers jours, disons, les grands éléments qui interpelle le futur de toute cette région. Primo, la fragmentation des uns et des autres, le manque de homogénéité dans la prise de décision pour faire avancer tout l'ensemble. Et dans ce sens, évidemment, il y a toujours les problèmes sécuritaires, politiques, le problème économique et développement social, il y a aussi les problèmes culturels et d'identité. Il y a un moment de l'histoire qui est en train de se présenter dans le rendez-vous de l'humanité. Et c'est la fin, je crois, la fin du colonialisme, la fin de ce qui a pris trop de temps de trouver une véritable force d'émancipation qui puisse donner au peuple et aux citoyens de tout cet ensemble la responsabilité, mais aussi la liberté de prendre leurs décisions par eux-mêmes. Et dans beaucoup de pays, c'était déjà produit. Dans d'autres pays, on était encore dans cette fausse indépendance
qui manquait d'une véritable prise en main par les populations, par les acteurs de chaque pays et nation, de leur destinée. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le Grand Sahara est en train d'initier un nouvel chapitre de leur histoire, avec beaucoup d'interrogations, comme dans tout début d'une aventure, mais avec une chance, une opportunité de pouvoir mener un avenir meilleur pour tous ces citoyens. En parlant de cette région, elle vit aussi dans un environnement d'instabilité, de changement. À votre avis, M. Moratinos, qu'est-ce qui a causé cet état des lieux? Comme vous savez, on est dans une réalité complexe. Tout le monde a une responsabilité, les populations eux-mêmes, les États et les leaderships de chaque pays, les ingérences internationales, évidemment, le manque d'intérêt de la communauté internationale. Ce n'est pas seulement un responsable, c'est, disons, la complexité des différents acteurs qui n'ont pas su saisir ce qui devait être fait pour mener à un changement positif pour tous les pays de la région. Et je crois que maintenant, il y a un sentiment, il y a, disons, une assurance dans les populations africaines qui ressentent pas seulement la légitimité, mais aussi le besoin et le désir de prendre l'avenir en main et qui sont en capacité de le faire. Et je crois que la communauté internationale et les amis de l'Afrique, des pays africains, on doit accompagner cette nouvelle étape de leur histoire. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus couper avec tout le monde, non, il faut s'engager, mais en gardant chacun d'entre eux la capacité de diriger l'avenir de leur société. Mais il ne faut pas être anti-européen, il ne faut pas être anti, il faut trouver la mesure pour coopérer et commencer une nouvelle étape où que chacun doit assumer les responsabilités. Et s'il faut faire évidemment des gestes forts pour donner confiance aux populations du Grand Sahara, il faut les faire. Et je crois que l'Europe peut faire ça. Ce n'est pas seulement la France, parce que tout le monde parle de la France. On a une Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas la France. L'Union européenne, c'est 25 pays. Oui. Et dans ces pays, il y a l'Espagne, par exemple, mon pays, qui a une politique africaine qui n'a rien à voir avec la politique africaine que la France a développée pendant les dernières décennies. C'est-à-dire qu'on peut avoir des partenaires qui respectent leur propre dynamique intérieure, mais en même temps qui sont prêts à aider et à travailler ensemble. Vous avez évoqué, durant votre intervention à la première conférence, une idée de l'obligation, peut-être d'hiérarchiser les priorités. Donc, d'après vous, vous qui avez visité plusieurs pays de cette grande région du Grand Sahara, quel est votre avis sur l'ordre possible ou idéal que vous pouvez proposer aux gens de cette région pour mieux hiérarchiser et aboutir à un bon résultat de développement et de stabilité et de progression? Tout d'abord, il faut avoir un plan global, avec les différents éléments, actions qu'on doit emmener. Et là rentre tout, évidemment, parce que la société, la réalité est complexe, que ce soit les aspects sécuritaires, économiques, sociaux, financiers, énergétiques, culturels, tout doit être conçu pour savoir où on veut aller. Parce que le problème des hommes politiques actuellement, c'est qu'ils n'ont pas de projet. Ils gèrent la crise, mais ils ne se projettent pas où ils sont la destination de leur projet. Une vision sur l'avenir. Alors, une fois qu'on a le projet, évidemment, pour que le projet puisse avancer, il faut travailler dans tous les domaines. Mais il y a des domaines prioritaires. C'est ça que j'appelle, il faut faire une hiérarchie des priorités. Et la paix sociale, et la paix civile, et la paix militaire, la paix avec P majuscule. Son sens abstrait. Son sens abstrait doit être la première priorité. Si on continue à s'entretuer,
si on continue à avoir l'insécurité, qu'on ne peut pas vivre parce que les extrémistes y arrivent et ils cherchent la stabilisation, ça ne peut pas continuer. Alors la priorité immédiate, c'est garder la paix citoyenne dans chaque pays. Et pour cela, la lutte contre le terrorisme, oui, il faut combattre les terroristes, mais comment? Pas seulement avec des instruments militaires de sécurité. Il faut aussi développer tout un agenda politique, un agenda de dialogue, de compréhension, pour déconstruire la menace terroriste. Et c'est ça qui doit être la première priorité. Alors, ce n'est pas pour renforcer seulement les équipes militaires, remplacer l'armée française par les seigneurs de Wagner, ça ne va pas donner la solution. Il faut évidemment combattre les terroristes, évidemment. Mais il faut les combattre dans tous les secteurs, et surtout dans les secteurs fondamentaux de la tête et du cœur. La tête, c'est la pensée politique, culturelle, religieuse. Le cœur, c'est le sentiment d'injustice. Et cela se fait avec le dialogue et la capacité de changer. Le Maroc, par exemple, évidemment, participe à cette façon de combattre le futur de toutes ces populations, pas seulement avec des moyens sécuritaires tout azimut, mais par cette institution de formation des imams. Qu'est-ce que c'est plus important? Envoyer des imams ou envoyer des militaires? Qu'est-ce qui a plus d'impact à moyen et long terme? Des gens qui écoutent un islam modéré, qui est constructif. Une certaine sécurité religieuse et spirituelle. Mais seulement on va... Non, il faut éliminer des cœurs et des cerveaux, de la mentalité de ces gens terroristes, les éléments qui leur mènent à développer leurs actions barbares. Et c'est ça une priorité, à mon avis, essentielle. Dans ce sens, quel est le rôle que la culture peut jouer dans ce sens? Je crois que la culture est fondamentale. Pour intervenir dans... Non, parce que, évidemment, les gens ignorent, mais c'est les traditions, les coutumes, les identités, c'est qui compte le plus. Nous, on a, comme à l'Alliance des civilisations, dans le Mali, dans le Burkina, nous avons un réseau de femmes médiatrices, parce qu'on considère que les femmes jouent un rôle fondamental, qui ont une capacité de parler à leurs enfants, à leurs proches, d'une façon différente à ce que quelques hommes politiques le fassent. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place tout un système de raison qui puisse déconstruire les éléments d'agressivité, de réduction de l'extrémisme violent, etc., etc. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il faut développer. Nous, on fait un effort, mais notre effort n'est pas suffisant. Il faut développer encore tous ces genres d'initiatives et arriver à que les gens prennent en main. Ils savent pourquoi ils sont là, qui revendiquent une situation meilleure au point de vue économique, de dignité humaine, etc., pour sortir de cette confusion, de cette insatisfaction qui leur mène à prendre des chemins erronés. Vous, M. Moratinos, en tant qu'un grand ami du Maroc, comment estimez-vous le rôle que le Maroc joue, ou bien l'intervention du Maroc dans cette région, éventuellement dans la coopération sud-sud? Je crois que le Maroc nous a montré le chemin. Ce n'est pas d'hier. Sa Majesté le roi Mohamed VI a pris cette décision stratégique d'investir dans ses rapports et sa coopération avec le sud du Maroc, avec toutes les populations de l'Afrique occidentale, avec les pays du Sahel. Il y a une politique africaine qui était évidemment toujours présente. Vous êtes un pays africain, vous êtes un pays méditerranéen, un pays atlantique, vous avez tous ces atouts
qui vous donne une grande opportunité, mais une responsabilité. Sa Majesté a pris la responsabilité de s'engager. Et maintenant, évidemment, votre modèle, c'est un modèle que d'autres pays veulent suivre. Et je crois que vos actions ont été toujours bien ciblées. Et vous avez augmenté la capacité de développement, vous avez montré le modèle marocain qui est en train de porter ses fruits en matière de politique agricole, le Maroc vert, d'autres énergétiques, avec toutes les initiatives en matière d'énergie renouvelable. Il y a tout un paquet d'actions qui sont déjà pratiquées, qui ont donné des résultats concrets au Maroc, que vous êtes en train de le transférer en coopération avec les pays du Sud. Alors, c'est ça qu'il faut développer, qu'il faut s'associer, qu'il faut accompagner. Et c'est ça que l'Europe aurait dû faire. Au lieu de regarder encore ces précarés de l'ancien temps, il faut ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que j'ai toujours développé l'idée que le Maroc et l'Espagne, dans cette nouvelle géopolitique multipolaire, on a une responsabilité en matière d'être le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, et que l'Espagne peut apporter modestement son accompagnement à la politique que Sa Majesté le Roi a voulu développer envers les pays du Sud subsahariens. Alors, quelles sont les actions ou bien les initiatives menées par les Nations Unies, notamment l'Alliance des civilisations, dans ce sujet-là, développement de la région du Grand Sahara? Pour nous, l'Afrique maintenant est devenue une région, de continent prioritaire dans l'action de l'Alliance des civilisations. C'est pour cela que l'année dernière, on a eu la chance, l'honneur, le privilège de réunir le 9e forum de l'Alliance à Fès, et c'était la première fois que le forum se tenait dans un pays africain. Et on a eu une participation forte de l'Afrique. À partir de là, nous menons des actions en ce qui concerne, je vous dis, la lutte contre le terrorisme. Nous sommes l'outil diplomatique doux, soft diplomacy, en allant vers les racines du problème. On est en train de développer des actions en matière d'éducation, de jeunesse, non, qui peuvent... Dialogue culturel. Dialogue culturel. Et on a ces réseaux de femmes médiatrices, que je vous dis, qui est en train de se développer d'une façon très positive dans le Burkina, dans le Mali. On a eu aussi une intervention en Centrafrique, dans la République centrafricaine. On essaie de développer ce modèle dans tous les pays africains. Et bon, je crois que le problème, c'est que les moyens sont ce qu'ils sont, mais il y a un effet multiplicateur. Et même si notre impact n'est pas immédiat, nous sommes en train de travailler pour le moyen et le long terme pour changer l'attitude et la réaction de jeunes, surtout des jeunes, vis-à-vis de leur futur. Un dernier mot, M. Moratinos, plus précisément sur l'avenir de cette région du Grand Sahara et quelles sont, à votre avis, les perspectives ou les opportunités futures du développement de cette région? Je crois qu'on a écouté, quand vous parlez du Grand Sahara, c'est le Grand Sahara. On parle de 10 pays. Vous regardez la carte, vous voyez une superficie énorme. 9 500 000 de kilomètres. C'est-à-dire que c'est un ensemble qui n'est pas du tout négligeable et qui a beaucoup d'atouts. Vous savez, dans la vie, s'il y a une richesse sociale, une gouvernance politique adéquate, les ressources viennent. Dans ce monde encore, nous sommes en train de reconstruire ce qui va être la gouvernance internationale et le Grand Sahara aura sa place. Et je crois que tout ce qu'on peut faire pour initier cette grande mobilisation en faveur du Grand Sahara, ça serait bien. C'est pour cela que j'ai eu cette idée, nos amis chinois, bon, vous savez, la Chine, on dit c'est la superpuissance, la grande superpuissance vis-à-vis
Bon, quand la Chine fait quelque chose, être sûr que c'est quelque chose qui a été réfléchi. Et si la Chine a renouvelé ce vieille route de la soie, ce n'est pas seulement par une nostalgie du passé, ce n'est pas seulement pour dire que la soie, on pouvait la transporter depuis Canton jusqu'à Madrid ou jusqu'à l'Asie centrale. Non, c'est parce qu'ils ont un dessin stratégique. Pourquoi on ne pourrait pas faire une grande route du Sahara? Mais pas au sommet, c'est entre l'Europe et le Sahara et l'Afrique profonde, ce qui était d'ailleurs la réalité des routes de caravane. Mais pas pour retourner aux caravanes, il y aura un aspect culturel, mais pour multiplier la croissance du commerce, pour multiplier les intercommunications, pour multiplier les investissements, pour mettre ensemble les pays les uns et les autres. Une sorte de concrétisation de cette coopération sud-sud. Et je crois que l'Espagne et le Maroc pouvaient participer à cette initiative. Créer la route du Grand Sahara. Et je crois qu'il faut un pays du Nord, un pays du Sud, qui mène cette volonté. Il faudrait ajouter quelqu'un du pays du Sahel qui nous accompagne, et ça serait l'Europe, le Maroc et un pays sous-saharien, ensemble, qui développent cette stratégie, comme on a fait pour la Coupe du monde de football, qui montre qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler seul. Il faut s'unir. Et s'unir avec des pays, des interlocuteurs qui partagent une vision du monde, un monde différent, un monde moderne. Et c'est ça la clarté, Sa Majesté. On ne revient pas au passé, on veut un championnat du monde de football différent. Et celui-là sera différent. À la fin de cet entretien spécial, nous vous remercions infiniment, M. Moratinos, d'avoir accepté notre invitation ainsi que pour tous ces éclaircissements. الشكر موصول لكم أيضا أنتم مشاهدينا الكرام على جميل الاهتمام وحسن المتابعة. ألقاكم في حوار لاحق. إلى ذلكم الحين دمتم بخير، في أمان الله.